Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Donc bienvenue pour cette table ronde. Alors, moi, je me présente rapidement, je m'appelle Emma Spook, je suis bibliothécaire à l'université Bordeaux-Montaigne et réalisatrice de courts-métrages et bénévole à Hypermonde. Et donc aujourd'hui, on va parler de la Lune, qui est un astre, somme toute, du quotidien, commun, mais qui fait rêver, qui inspire les poètes, toujours, qui nourrit les fictions et qui brille encore dans nos imaginaires, même aujourd'hui. Alors une question, mais on en parlera après. Finalement, pourquoi la Lune, malgré la conquête spatiale, continue d'exercer une fascination plus poétique et introspective que les autres astres? Alors nous vous proposons, pour en discuter, deux voix, deux plumes, très différentes mais complémentaires, celle de Alain Hérol. Bonjour. Et Catherine Dufour. Bonjour. Alors Catherine Dufour, romancière, essayiste et informaticienne. Elle a écrit entre autres Le goût de l'immortalité, Grand Prix de l'imaginaire 2007. En 2020, elle a eu le prix Bob Moran et le prix des Imaginales pour son roman Danse avec les lutins. Son dernier roman, Les Chants de la Lune, a été salué par la critique et publié en 2024 dans la fameuse collection Ailleurs et Demain chez Robert et Laffont. Et elle a obtenu le prix SGDL Yves et Ada Rémy des littératures de l'imaginaire pour ce roman. D'ailleurs, le prix 2025 va être remis ici même tout à l'heure, avec vous, à 16h. Alain Hérol, scénariste de la célèbre série de BD de Capet de Croc, que je ne connaissais pas, je dois l'avouer, mais quand j'en ai parlé autour de moi, j'ai eu plusieurs amis qui m'ont dit « Ah, mais j'adore, je suis fan, mais il faut que tu lises ». Voilà, donc c'est comme ça que j'ai connu, pour préparer cette table ronde. Et donc vous êtes maître dans l'art du dialogue et de la mise en scène. Vous avez connu aussi une consécration avec les Indes fourbes, dessinées par Juanro Guarnido. Vous avez eu aussi plusieurs prix, dont le prix ActuSF de l'Uchronie pour Chimère de Vénus. Et il y a eu aussi Garou le Faux, une série de BD de fantasy mythique française. Dans De Capet de Croc, justement, plusieurs tomes, du tome 6 à 10. Ces tomes-là sont consacrés à un voyage lunaire. Et donc le tome 6, qui s'appelle Luna Incognita, on découvre les Sélénites, une société monarchique. Donc première question, dans ce tome, Alain, la politique lunaire se révèle rapidement complexe. Comment est-ce que vous avez construit cette société sélénite? D'ailleurs, si vous pouvez peut-être rapidement rappeler Sélénites, pour ceux qui ne sauraient pas. Les Sélénites, c'est les habitants de la Lune, puisque Sélénée, c'est une des déesses de la Lune, chez les Grecs. Et cette société sélénite, je l'ai imaginée comme on pouvait l'imaginer au XVIIe siècle, puisque l'histoire, c'est une histoire de cap et d'épée, un récit de pirates, d'aventures de cap et d'épée, et de voyages extraordinaires, comme on peut en retrouver dans les récits de l'époque. Et dans les récits de l'époque, souvent, quand les héros voyagent dans des endroits étranges et merveilleux, on y retrouve souvent un miroir de la société de l'époque. Ça permet aussi d'avoir une critique de la société, et souvent c'est assez anthropomorphique, même si ça se passe ailleurs et très loin. C'est très européocentré. On a des personnages qui ressemblent aux personnages de l'Europe de l'époque, et il y a et ici, voilà, je me suis inspiré pour ça notamment, ma principale source d'inspiration, ça a été celui qui a inventé, dit-on, la science-fiction, le roman de science-fiction en tout cas, c'est Cyrano de Bergerac. Non pas le personnage de la pièce de Rostand, mais l'auteur, le vrai Cyrano, puisqu'il a vraiment existé, et il a écrit un voyage dans les empires et états de la Lune et du Soleil. Et dans son voyage dans la Lune, il décrit une société qui ressemble beaucoup à la société française de l'époque, mais inversée, avec beaucoup d'inversions, avec des gens une société où on se paie en vers. La poésie est une monnaie. Donc ça, c'est une idée que j'ai reprise de Cyrano. Les maisons sont mobiles, les humains marchent à quatre pattes, les sélénites les prennent pour des animaux. Il y a tout un tas de choses qui permettent d'avoir un décalage qui à la fois est comique et donne à réfléchir. D'ailleurs, j'ai mis quelques petites images.
Et là, on voit donc là, c'est une carte Une authentique carte de la Lune de l'époque. Oui. Et ça, c'est vous qui l'avez imaginé, la carte Oui. Ouais. Alors, en plus, pour cette lune totalement, cette lune de fiction, mais de fiction, de rétro-fiction, d'une fiction qui se voulait compatible avec l'esprit du XVIIe siècle. Pour décrire cette lune, j'ai repris des éléments réels comme la mer de la Sérénité ou certains noms réels, le cratère de Copernic ou ce genre de noms qui peuvent parfois être très évocateurs, comme la mer du Nectar. C'est très poétique les vrais noms topographiques de la Lune. Et j'ai ajouté des noms de pays ensuite au fur et à mesure que les personnages exploraient la Lune. C'est une lune qui est où le langage a beaucoup d'importance. Il y a cette histoire de poésie qui sert de monnaie, mais il y a aussi énormément de choses autour du langage, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit que les différents pays de la Lune, puisqu'ils sont allés habiter évidemment par des gens portant perruques et chapeaux à plumes comme tout le monde, ces habitants vivent dans des pays qui ont des noms de tropes, de figures de style. Comme la métonymie ou certains sont des palindromiens qui ne parlent qu'en palindrome, ou ce genre de choses. D'ailleurs, les palindromiens sont très difficiles à faire parler. C'est un exercice assez complexe. Oui, parce que vous écrivez en alexandrin, vous avez quand même une écriture assez précise. C'est vrai. Oui, parce que voilà, il y avait tout ce contexte théâtral et aussi dans l'histoire avec des alexandrins, et on retrouve là aussi un clin d'œil au Cyrano, mais cette fois le Cyrano de Rostand, puisqu'il y a beaucoup de gens qui déclament des vers en se battant à l'épée. Une question assez générale. À votre avis, justement, pourquoi est-ce que la Lune continue, finalement, malgré la conquête spatiale, d'exercer une fascination, on va dire, plus poétique et introspective que les autres astres? Je ne sais pas si Catherine, vous voulez répondre. Oui, juste une petite incise. C'est dans Cyrano que... moi, je mets le souvenir que dans un roman du 18e, la façon dont les gens montent sur la Lune, c'est parce qu'ils ont remarqué que la rosée du matin, elle s'évapore. Et donc, du coup, ils remplissent des petites fioles avec de la rosée, ils la cousent partout. Ils s'allongent sur la pelouse, ils attendent de monter. C'est mignon, hein. Il développe plusieurs moyens d'aller sur la Lune. Rostand reprend ça dans la pièce. À un moment, Cyrano explique les divers moyens pour occuper quelqu'un. Il explique les divers moyens pour aller sur la Lune. Il y a la rosée, parce que là, il y a aussi le fait de s'allonger sur le sable d'une plage, puisqu'on sait que la marée est attirée par la Lune, donc on s'allonge, et puis la Lune va attirer les cheveux de celui qui est allongé sur le sable, et va le faire monter par les cheveux. Il y a toutes sortes aussi en lançant une boule un aimant en l'air, et en s'asseyant sur un objet en fer, on lance une boule en l'air, et puis là, le socle de fer va être attiré, puis à chaque fois on relance l'aimant et ça fait monter. Ça marche, hein. Oui, alors donc pour répondre à la question, c'est hyper fort. Oui. Pourquoi la Lune? Alors déjà, la Lune, elle est proche dans le ciel, c'est quand même notre astre à nous, en plus c'est un astre hyper poétique, la nuit c'est magnifique, mais aussi c'est une planète rocheuse. Donc forcément, l'humanité a envie d'y aller, et moi j'ai imaginé l'humanité qui va sur la Lune pour ces raisons habituelles, c'est-à-dire pour des histoires de gros sous, hein, puisque la Lune est issue du magma de la Terre. Donc on sait très bien que dessus, il y a toutes sortes de minerais, je sais pas, du titane, ce que vous voulez, plus de l'eau et de l'oxygène. Et en plus, il y a de l'or, de l'argent. On sait déjà qu'il y a des grenats, il y a des rubis, il y a des péridots. Bon. Donc forcément, l'humanité va et a déjà envie d'y aller pour des histoires de gros sous, pour miner. Et puis il y a un moment où finalement l'humanité qui est allée sur la Lune va y rester tout simplement parce que les nouvelles de la Terre sont pas bonnes. Alors tant qu'à faire, ben il reste sur place puisque la planète mère n'est plus si accueillante qu'elle l'était. Et donc mon idée, c'était de voir comment une humanité coupée de sa planète d'origine va réussir à survivre sur une planète qui n'est pas la sienne et qui n'a pas été conçue pour l'accueillir. Est-ce que physiquement et psychologiquement, on peut survivre ou non sur une planète rocheuse différente de la nôtre? La réponse est pas très bien. J'avais envie de lire un petit passage de votre roman Les Chants de la Lune. Alors, 26e jour du premier mois de l'an 2325, cité de Mute. Je dis bien Mute.
Oui, c'est le Magne unter Tage, qui est résumé en MUT. Ça a été fondé par des migrants allemands, d'où le nom. Je me souviens que les touristes terrestres commençaient le plus souvent leur séjour lunaire par un puissant effet Stendhal. La splendeur de la Terre, le ciel noir bondé d'étoiles, la magnificence des grandes plaines blanches brillant comme l'argent à travers une visière d'or ravissaient leur âme. La soudaine légèreté de leur corps, l'occasion de courir sans effort par grands bonds ailés, comblait leurs plus anciens désirs et leur accrochait au visage un sourire immense. Quelques-uns, cependant, étaient victimes de l'effet de surplomb et paniquaient à voir la Terre si petite et l'espace si vaste au-dessus de leur tête. D'autres, curieusement, s'inquiétaient de l'absence de polarité, interrogeaient inutilement leur boussole et se plaignaient de vertige. Mais, dans l'ensemble, le ravissement était massif. Puis, peu à peu, les terriens s'obsédaient sur des détails. La poussière qui ne retombait pas, les ombres qui étaient trop nettes, les étoiles trop fixes et la constante odeur de brûlis. Oui, ça c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que la Lune est couverte d'une très fine couche, une très énorme couche de sable très fin, sur 5 à 10 mètres. La surface de la Lune est couverte d'une poussière nommée régolithe qui est fine comme de la poudre à joues. Et bon, déjà c'est un enfer total puisqu'elle est magnétique, elle n'est pas érodée. Donc elle se colle partout et deux, elle ponce tout. Donc ce régolithe, c'est l'enfer pour les engins et c'est aussi l'enfer pour les cosmonautes, parce que si les cosmonautes ils se déplacent comme ça, c'est pas juste parce qu'ils trouvent ça élégant, c'est parce que si vous faites ça à cause du régolithe, en très peu de gestes, vous allez trouer votre scaphandre et à ce moment-là, vous êtes mort en moins de 7 secondes. Et je me souviens plus de la question. Oui, l'odeur. Et le régolithe a cette particularité que ça pue le brûler. Donc toute la Lune pue le brûler. Maintenant, si vous allez sur Mars, toute la planète pue la flatulence. Donc en fait, on est mieux sur la Lune. D'ailleurs, j'écoutais un podcast aussi avec vous, Catherine, pour préparer la table ronde. Et vous disiez aussi que vous aviez eu envie d'écrire ce roman, donc Les Chants de la Lune. D'ailleurs, je peux remettre peut-être l'image. Hop, non, c'est pas là. Voilà. Que vous aviez eu envie d'écrire ce roman en réaction aux déclarations de Musk au sujet de la conquête de Mars. Voilà. Si vous voulez en parler un petit peu. Oui, parce que c'est de l'arnaque totale, quoi. Elon Musk, il nous pique nos sous et en échange, il essaye de nous faire rêver avec des rêves de quelqu'un qui a lu de la SF en 1985 et qui a arrêté depuis. Donc des rêves un peu usagés. Donc par exemple, il a envoyé une voiture dans l'espace qui diffuse pour l'éternité Space Oddity. Diffuser du son dans l'espace, ça va faire rire toute personne qui a un tout petit peu de connaissances physiques, quoi. Et de même, il a essayé de nous faire rêver, mais je crois qu'il fait plus rêver personne. Mais il y a encore un ou deux saluts nazis avant. Il faisait encore rêver un certain nombre de personnes, et notamment en disant qu'on allait conquérir la planète Mars. Or Mars, c'est tout pourri. Déjà, c'est très 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 loin pour y aller. On n'y arrivera jamais, tout simplement parce que il faut 1 à 2 ans, faut 2 ans minimum si vous voulez faire l'aller-retour. Donc 1 ou 2 ans de confinement. Donc on sait maintenant qu'un être humain ne peut pas survivre à 2 ans de confinement, en tout cas pas sans égorger son voisin avec les dents. Et ensuite, une fois arrivé sur place, c'est le même problème qu'avec la Lune. Il y a une planète qui a un bouclier électromagnétique qui nous protège des rayons durs du Soleil. Sans ce bouclier électromagnétique, c'est aussi confortable de se promener sur la Lune ou sur Mars, à la surface, que de se promener dans votre micro-ondes. Vous grillez, voilà. Déjà, vous avez le blanc des yeux qui devient, qui cuit comme du blanc d'œuf, donc vous devenez aveugle. Et puis bon, après, il y a les tumeurs cancéreuses partout. Bref. Donc, on est obligé d'aller s'enterrer. Et donc, c'est aussi passionnant de vivre sur Mars que dans un parking. Donc la conquête de Mars, c'est vraiment une arnaque d'un type qui n'y connaît rien et qui a entrepris de nous faire rêver à une époque où les géants de la tech voulaient... En fait, c'est de la mythopoïèse. Ils vendent du rêve pour pas qu'on remarque que pendant ce temps-là, ils nous piquent nos données personnelles sans rien nous donner en échange.
mythopoïèse, vous pouvez me définir? C'est la création de mythes. La Silicon Valley se voit comme une matrice de mythes modernes, donc tout ce qui est les mythes technologiques. Là, ils sont dans l'accélérationnisme. On a aussi du transhumanisme à toutes les sauces. Soit ils veulent tuer la mort, soit ils veulent conquérir l'espace. C'est-à-dire que on est limité dans l'espace-temps, et il y en a un qui veut conquérir l'espace, et l'autre dit, ah ben si c'est ça, moi je vais conquérir le temps, c'est-à-dire que je vais nous rendre tous et toutes immortels. Et tout ça, c'est de l'arnaque. La seule cellule immortelle qu'on est capable de produire, ça s'appelle une cellule cancéreuse, et ça fait pas envie. Je reviens un petit peu vers vous, Alain. Comment votre passion pour Cyrano de Bergerac et Georges Méliès a nourri l'imaginaire lunaire de Cap et de Crot, tant sur le plan du scénario que de l'iconographie? Alors, à ces deux influences, j'en rajouterai une troisième. Il y avait une influence visuelle qui a été très forte, c'était le Munchausen de Terry Gilliam. Ah oui. Parce que ce qu'avait fait Terry Gilliam à l'époque, c'était assez étonnant. Il avait utilisé pour sa lune de fantasy, et il avait utilisé, puisque le baron de Munchausen lui aussi va sur la lune par divers moyens, et il avait utilisé des effets spéciaux d'époque. En fait, il avait fait, donc l'histoire se passe au XVIIIe siècle, et il avait utilisé des artifices de théâtre, des choses qui auraient pu être imaginées au XVIIIe siècle. Il avait réussi à se mettre dans la tête d'un cinéaste du XVIIIe siècle. C'est un petit peu étrange comme idée, mais c'est quand même le résultat, c'est ça. Donc c'est un film fait par quelqu'un qui avait cette vision-là, et je trouvais cette approche très intéressante. Et dans De Cap et de Crot, avec Jean-Luc Masbou, on a essayé d'utiliser des effets spéciaux d'époque, des visuels d'époque, en tout cas réutiliser toutes ces machineries du roi Soleil, tous les par exemple, Louis XIV faisait beaucoup de spectacles, il n'était pas le seul à l'époque, mais beaucoup de spectacles d'apparat avec des effets spéciaux, des machineries de théâtre et des choses comme ça. On a essayé de réutiliser toute cette imagerie-là et toute cette fantaisie-là. Et voilà, donc ça a bien nourri. Et puis et Cyrano de Bergerac, à travers ses descriptions aussi, c'est vrai que ça donne des idées. Et après, certaines des descriptions de Cyrano, imaginaient des maisons mobiles, des maisons avec des voiles qui bougeaient. Et nous, on a carrément fait des villes mobiles, des villes entières qui se déplaçaient. Et on trouvait ça. C'était à la fois dans l'esprit de Cyrano de Bergerac, mais en extrapolant. Et justement, vous pensez alors que la Lune vous a offert un terrain de jeu en termes de décor plus stimulant que la Terre pour développer vos héros? Disons qu'on rentrait dans de la science-fiction, de la très rétro science-fiction, mais il y avait donc un grand terrain de jeu, parce que justement, comme la série déjà en soi était déjà un petit peu est humoristique aussi, c'est une série d'aventure mais qui est quand même humoristique. Il y avait pas mal dans les nuances d'humour qu'il y avait, il y avait du comique de situation, il y avait de la farce, il y avait du gag visuel, mais il y avait aussi une certaine dose d'absurde. Et à partir du moment où les personnages arrivent sur la Lune, dans cet univers paradoxal, l'absurde prend de plus en plus d'importance et crée des situations savoureuses. Bon, je reviens vers vous, Catherine. Comment est-ce que vous avez élaboré l'équilibre entre l'aspect technique des rapports de votre héroïne principale, Elle Jarline, et la dimension poétique de sa transformation intérieure? Je dirais que sur l'aspect technique, j'ai dû travailler 2 ans et après j'ai dû rédiger 2 ans. Le but étant de s'enseigner un maximum sur la technique et après que ça se voit le moins possible. Voilà, donc j'ai fait tout un tas de tirades très très techniques et puis après je les ai virées parce que quand on écrit, on sait kill your darlings. À partir du moment où vous avez écrit un passage qui vous a pris un temps fou et que vous trouvez juste génial, et c'est le moment de le mettre à la poubelle en fait, parce que il faut plus adhérer à la lecture de quelqu'un d'extérieur que au fait que vous faites très plaisir à vous-même. Ce qui fait que moi j'ai 2 versions de mon livre. J'ai la mienne, que j'adore, mais elle est illisible, elle est chiante comme tout. Et après je la réécris pour un œil extérieur. Voilà, c'est ma technique à moi. Et la question, c'était comment est-ce que vous avez élaboré l'équilibre justement entre l'aspect technique des rapports et la dimension poétique de sa transformation? Alors, il y a effectivement tout l'aspect technique de comment est-ce qu'on fait pour vivre ou mal vivre sur une planète autre que la nôtre. Ça, c'est un côté intéressant. Et l'autre, c'est effectivement l'héroïne
Je dirais que c'est une intelligence artificielle un peu plus élaborée que ChatGPT. C'est aussi une moissonneuse-batteuse, voilà. Alors donc elle a des compétences pour faire des plantations, elle a des compétences horticoles, voilà, y a pas de souci. Elle est capable de vous dessoucher un champ à la main, quoi. Et donc elle a des capacités en reconnaissance d'image, elle a un certain nombre de capacités comme ça. Et elle fait des rapports tous les jours qui sont très très chiants puisqu'elle explique qu'elle a récolté 2,5 tonnes de sorgho et que par contre elle a des problèmes avec la ciboulette qui se met à friser. Et tout d'un coup, sa tutelle arrive en lui disant écoutez, vos rapports sont tellement ennuyeux, personne n'arrive à les lire, donc essayez de rendre ça moins chiant. Et du coup, elle absorbe la totalité de la bibliothèque humaine, hein. Voilà, en une seconde, elle a lu la totalité de la littérature mondiale depuis que le livre existe. Et en fait, le substrat assez simple de cette personne, de cette entité, va se complexifier à cause des mots. En fait, dès que vous avez accès aux mots, vous vous mettez à gamberger, il y a des images qui apparaissent. Après, les images se combinent, vous mettez à ressentir des trucs bizarres. Finalement, ces impressions deviennent des sensations qui s'élaborent en émotions et après en sentiments qui sont des émotions qui durent. Donc moi j'ai beaucoup travaillé comme ça sur quelque chose qu'on intuite et qu'on n'arrive pas vraiment à décrire, qui est-ce que nos intelligences artificielles vont un jour accéder à ce que nous on appelle une conscience. C'est très compliqué, la conscience, c'est la capacité à avoir une vision du monde, après à se projeter au milieu de ce monde, et puis après à se poser, à choisir soi-même ses objectifs au sein de ce monde sans un système de punition-récompense. C'est hyper complexe. Et donc j'ai essayé de résoudre cette complexité et de voir comment finalement un ensemble de compétences assez simples, hein, mais c'est pareil pour nous, hein, quand nous on a un cerveau qui est conçu à l'origine pour faire la différence entre deux bananes. À quel moment est-ce que tout d'un coup, à force de pression de l'environnement, on en est venu à créer des concepts comme l'espace, l'infini, l'immortalité. Donc j'ai voulu faire ça un petit peu en raccourci, et ça a été le moment très délicat, comment faire pour que une intelligence artificielle accède à une forme de conscience qui, un, n'est pas la nôtre, hein, il n'y a pas de raison, et deux, que ça soit pas caricatural, que ça tienne debout et que ça soit conceptuellement équilibré. Donc ça a été aussi un sacré morceau de savoir comment est-ce qu'on émerge une conscience de type humanoïde à partir de prémices qui n'ont rien à voir avec nos prémices à nous. Nos prémices à nous, c'est quoi? C'est une enfance. Voilà, on passe par la case enfance et dépendance. Donc on apprend par la frustration, par la dépendance, par le fait que si on s'occupe pas de nous quand on est bébé, on meurt là. Voilà, et c'est pas du tout la même chose qu'une entité qui a juste peur de manquer d'une batterie, quoi. Et ça a été la deuxième partie très complexe de mon travail, et ça c'était très rigolo. Je ne sais pas si je suis bien parvenue, mais au moins j'aurais essayé de présenter concrètement ce que peut être l'aventure de création d'une conscience qui ne soit pas une conscience humaine. Est-ce qu'on peut dire que le personnage principal donc des Chants de la Lune, Elle Jarline, est une lanceuse d'alerte du 24e siècle, puisqu'elle alerte régulièrement sur la fissure du dôme, qui sont dépendants de ce dôme, et de l'invasion de la Minicola, qui sont donc des mini-méduses, si j'ai bien compris, mais qui prennent de plus en plus d'ampleur et qui menacent l'équilibre. Et donc, lanceuse d'alerte du 24e siècle, quel message souhaitez-vous transmettre ? Alors le message il est gros comme les Pyrénées, et c'est juste la 100 millième à le dire, hein. Le titre de travail c'était il n'y a pas de planète B, sauf la Lune, mais c'est pas confortable. Et donc effectivement c'est une lanceuse d'alerte, mais elle laisse rapidement tomber parce que les humains sont complètement bouchés à l'émery, et ça sert à rien de lancer des alertes, tout le monde s'en fiche, et c'est mieux de travailler avec d'autres entités elles aussi scientientes mais moins bouchées. Parce que voilà, l'être humain est un singe nu en colère, il n'arrive pas à se calmer, donc on peut rien en faire. Par contre, il y a des chiens et des chats à qui on a donné la parole. On est bien d'accord, les chiens et les chats, il leur manque que la parole. Donc voilà, on est en science-fiction, donc on augmente ces animaux d'un larynx artificiel et ils peuvent enfin vocaliser. Et donc là aussi, il y a un dépliement mental dans la tête des chiens et des chats à partir du moment où ils ont accès.
à la parole, et qu'est-ce que ça va donner comme chien et comme chat? Est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce qu'ils vont pas s'entendre? Est-ce que les chiens, a priori, sont coopératifs, mais ils ont un instinct de meute? Faut toujours qu'ils obéissent à un patron, et ça, c'est pas bon, hein, quand vous voulez être autonome. Et les chats, eux, ils ont le problème inverse, c'est qu'ils ont beaucoup de mal avec le travail collectif. Et en plus, les deux espèces ont un problème commun que n'a pas l'être humain, ils n'ont pas de pouce opposable. Mais comme ils ont des robots, ça doit pouvoir, bref. Est-ce que une autre psyché que la nôtre pourrait, sur une planète qui leur est donnée, en l'espèce la Lune, faire moins du gâchis que l'humanité? Là, la réponse est oui, vous voyez. C'est ma lueur d'espoir à moi. De toute façon, en général, en science-fiction, une fois que vous êtes débarrassé de l'espèce humaine, vous pouvez faire quelque chose de propre, c'est ça surtout. Oui, parce que El Jarline n'est pas humaine. Voilà. Alors ça, logiquement, c'est le spoiler de la dernière page. Ah mince. Mais moi non, je le spoil d'abord parce que j'ai eu un article dans Le Monde qui était intitulé « Une intelligence artificielle dans l'espace », donc j'ai laissé tomber le spoiler. Enfin, je veux dire l'intrigue. Et puis de toute façon, logiquement, on le comprend à la deuxième page, quoi, quand elle commence à se promener sans scaphandre à la surface de la Lune. Enfin voilà, ça se comprend extrêmement vite qu'effectivement c'est une forme d'intelligence qui n'est pas basée sur un cycle carbone, on va dire. Est-ce que vous pensez que la représentation de la Lune a évolué de la littérature classique à la SF contemporaine? Quelle mutation de sens ou d'imagerie observez-vous? Je ne sais pas si Alain, vous avez envie de... Disons que je pense que lorsque l'homme a mis le pied sur la Lune, beaucoup de gens ont craint qu'elle perde sa poésie, qu'elle perde son mystère et sa poésie. Enfin, elle les a conservés malgré tout, malgré cette intrusion. Ce qui est étonnant aussi, c'est que la Lune, on y est allé finalement assez tôt dans la conquête spatiale, et puis on n'y est pas revenu. Il n'y a pas d'humains qui sont revenus depuis très longtemps. Et non, elle garde son mystère, elle garde son charme, elle continue à faire rêver les humains, à alimenter les marées, à faire se transformer des gens en loups-garous et ce genre de choses, malgré Apollo 13 et 11 et 10 et autres. Vous storyboardez, c'est ça, les BD que vous scénarisez? Oui, pas systématiquement, mais sur des caves de crew, oui, j'avais fait le storyboard, dans des esquisses préparatoires avec la mise en page, la mise en case et les textes et onomatopées et autres. Vous avez fait pas mal de recherches donc sur la Lune pour... Oui, alors là on est quand même dans quelque chose de très fantaisiste, donc mes recherches étaient plutôt sur le XVIIe siècle, plutôt sur la littérature du XVIIe siècle, le théâtre du XVIIe siècle, mais de manière annexe, du coup j'en suis venu à me documenter sur la Lune, sur la vision surtout qu'on avait de la Lune à l'époque. Et après de lire parfois des textes plus anciens, comme il y a un écrivain grec du début du IIIe siècle après Jésus-Christ, je crois, qui s'appelle Lucien de Samosate, qui avait raconté un voyage fantaisiste dans la Lune. Il y a eu même l'Arioste, un poète italien du XVe siècle, qui a décrit un voyage sur la Lune d'un de ses personnages, dans son Roland furieux. Il était visiter la Lune sur le dos d'un hippogriffe. C'est notre moyen de s'y rendre. Et par rapport à ça, parce qu'on parlait des moyens de s'y rendre, et par rapport à la poésie, et à savoir est-ce que la vision a changé? Dans Deux Capes de Croc, on s'était amusé aussi à jouer avec ça, à jouer avec par exemple, les moyens de se rendre sur la Lune. On a utilisé des moyens poétiques et des moyens technologiques. Enfin, toujours pareil avec une technologie du XVIIe siècle. C'est-à-dire que, par exemple, on a les moyens décrits par Cyrano de Bergerac, on l'a utilisé. On a des personnages qui vont y aller à bord d'un ballon, plus ou moins une montgolfière, mais enfin un truc qui reste quand même dans un registre assez poétique. Et puis à côté de ça, on a un savant pur et dur dans l'histoire qui lui va construire une fusée à étage. Alors à partir des restes d'un galion, avec des canons, les canons du galion en guise de réacteur, mais avec des étages qui se détachent au fur et à mesure comme une vraie fusée, sauf qu'elle est en bois. La Lune a été aussi beaucoup utilisée comme symbole de transformation.
ou de mutation dans les récits littéraires, les films aujourd'hui. Donc qu'il s'agisse de métamorphoses physiques, loups-garous, créatures fantastiques, ou psychologiques, éveil intérieur, folie. Est-ce que ça vous a inspiré tous les deux dans vos œuvres, ça, ou pas tellement, cet aspect-là de la Lune? Disons que dans le Cabot de Gros, on fait apparaître, il y a des sélénites qui apparaissent, et il y a un des personnages sélénites qui est une jeune femme assez lunaire, on va dire, avec un caractère assez lunaire, et puis il y a un autre qui est lunatique, qui a des sautes d'humeur fréquentes. Bon, c'était un jeu toujours sur les mots aussi, mais en même temps, ça crée une certaine cohérence malgré tout dans l'histoire. Oui, en fait, la Lune telle que je l'ai imaginée est de toute façon peuplée de fantômes. À partir du moment où il y a des êtres humains, vous pouvez parier vos sandales. 10 jours après son arrivée, il va y avoir des fantômes qui vont apparaître, peut-être pas 10 jours, peut-être 10 ans. Mais à partir du moment où il y a le premier mort à un endroit, là, il y a les fantômes qui apparaissent. Et c'est le signe, justement, que l'être humain commence à s'acclimater à son nouveau territoire. Et donc, quasi instantanément, les migrants ont commencé à peupler tous les canaux de la Lune, tous les cratères de la Lune. Alors il y a des broncolaques, il y a des vampires, il y a des génies. Alors qu'après, c'est chacun selon sa culture. La Lune devient une surface immédiatement hantée parce qu'il y a des humains qui habitent dessus. Et alors, en plus, il y a un côté artistique parce que l'être humain qui arrive sur une surface comme ça, toute belle, toute bleue à cause du clair de terre. En plus, il y a pas d'atmosphère pour vous casser les pieds et pour dégrader vos œuvres d'art. Et puis il y a très peu de gravité. Hein, c'est un système de la nôtre. Donc immédiatement, les artistes disent Yahoo, on va pouvoir faire. Alors ils font les piliers de la création par des grands jets lumineux qui font 300 km de haut. Enfin voilà, et puis ils lancent des musées flottants qui dérivent à la surface de la Lune. Ils lancent des grands ballons multicolores parce que quand vous les lancez à la surface de la Lune, le temps que le ballon dévale, enfin il y a pas d'atmosphère pour le freiner. Donc alors il y a effectivement la déperdition d'énergie par le frottement sur le régolithe, mais votre ballon il va pouvoir tranquillement faire 3 fois le tour de la Lune avant de s'arrêter. Donc au contraire, c'est une espèce de champ d'expression artistique absolument magnifique au début. Et puis au bout de quelques années, les gens sur la Lune se rendent compte que la surface est difficilement habitable, voire inhabitable, et ils vont laisser leur ballon se démerder tout seul et ils vont aller habiter sous l'écorce de la Lune pour ne pas mourir prématurément de tumeurs variées. Alors, une question de mon collègue Thomas qui m'a aidé à préparer cette table ronde. En quoi le cycle lunaire, nouvelle lune, pleine lune, croissant, déclin, structure-t-il la progression narrative et l'évolution des personnages dans vos textes? Est-ce que c'est le cas? Il a écrit ça. Je sais que ça a une influence sur la poussée des champignons, mais dans les textes, non, je me suis pas aventuré sur ce terrain-là. Alors moi, c'est le clair de terre, effectivement, parce que la Terre, une fois que vous êtes sur la Lune à un endroit X, voilà, vous allez voir la Terre et elle va pas bouger du tout. Hein. Elle va avoir une libration, elle va trembloter, mais elle reste toujours au même endroit. Par contre, effectivement, elle est croissante, décroissante, nouvelle Terre, c'est la pleine Terre, et ça fait une très jolie lumière. Et effectivement, les carottes poussent mieux à la Terre montante, mais c'est à peu près... Des proverbes lunaires là-dessus. Voilà, il y a des proverbes lunaires sur... Quelles œuvres littéraires, en dehors de vos propres écrits, considérez-vous comme des références incontournables pour comprendre la place de la Lune dans l'imaginaire littéraire ou plus largement culturel? Je veux déjà parler de Cyrano de Bergerac, dans Lucien de Samosate, il y avait l'Arioste, il y a aussi, enfin on la voit apparaître pas mal, il y a le Salammbô de Flaubert où il y a la déesse Tanit, la déesse lunaire, et qui est beaucoup évoquée. Après la Lune, Munchausen, aussi le baron de Munchausen, mais après toutes sortes de... Oui, non, je pense qu'à celle-là a priori. Catherine, vous avez des références? Moi, je suis embêtée parce que moi, qu'on peut dire, c'est que j'ai des références, parce que j'ai essayé de lire tout ce qui était sorti sur justement la conquête lunaire. Donc là, je suis bien embêtée. Je sais pas, faut regarder Cosmos 99.
et que vous en aurez marre du kitsch et de la tête de Martin Landau, parce que le problème de Cosmos 99, c'est qu'on voit Martin Landau tout le temps. Il n'est pas très expressif. Il n'est pas expressif et il avait signé en disant moi je vais être sur 80% du temps d'écran. C'est pour ça qu'on voit que la tête de Martin Landau, quoi. Et donc après vous switchez sur For All Mankind et là c'est vachement mieux quand même. N'hésitez pas si vous avez des questions à partir de maintenant. Je pense que vous pouvez poser des questions. Je sais qu'il y a des fans aussi de l'œuvre de Alain Hérol. Oui. Il y a un micro qui arrive. D'abord, merci pour De Cap et de Gros, c'est incroyable. Car il faut aussi, j'ai relu le dernier tome hier soir, c'est incroyable. Les Unfrobe aussi, bref. Est-ce que dans De Cap et de Gros, dès le départ, vous êtes dit les héros ils finiront par aller sur la Lune et votre scénario il était écrit du début à la fin, vous vous êtes dit j'ai besoin d'un terrain de jeu et hop, on va les envoyer sur la Lune? C'était prévu dès le départ qu'ils aient sur la Lune. Par contre, c'était prévu en 3 tomes. Hein. À la fin du, 3 tomes. À la fin du tome, au début du tome 2, ils partaient sur la Lune. Ils en revenaient au tome 3. Ça a mis 10 tomes à l'arrivée. Parce qu'en fait, c'était au fur et à mesure, on a eu de nouvelles idées. Ça s'est enrichi. Ouais. Mais c'était prévu dès le départ, effectivement. D'accord. En science-fiction, la Lune est souvent utilisée avec sa face cachée pour les invasions extraterrestres. Ils arrivent déjà sur la face cachée, puis après ils attaquent la Terre de cette façon. Donc je voulais savoir si la face cachée, vous avez joué un peu sur vos œuvres, vous l'aviez utilisé, vous y avez pensé. J'ai utilisé, donc on est sur la Lune du XVIIe siècle, qui est couverte de mer de sable. Donc, il y a forcément des galions sur la Lune, là aussi, mais avec des roues, puisqu'ils sont sur des mers de sable. Et on a un équipage de pirates, dans l'histoire, on a un équipage de pirates terrestres qui atterrit sur la Lune pour des raisons liées au fromage, c'est un peu long à expliquer, mais et qui donc du coup finissent par mettre des roues à leurs galions et se mettent à écumer les mers de sable lunaires. Or, il y a un grand mystère sur la Lune, qu'est-ce qu'il y a sur la face cachée? Et sur la face cachée, au bout, dans les ports lunaires de la proximité de la face cachée, on raconte des choses terribles sur ce qui s'y passe. Et c'est un endroit très mystérieux. Et quand les pirates arrivent au bord franchissent la limite de la face visible et la face cachée, ils tombent sur une plage. Parce qu'en fait, la face cachée est entièrement recouverte par la mer. C'est ça le grand mystère de la face cachée. Alors ouais, évidemment, c'est pas la face cachée, hein, c'est la face qui ne voit jamais la Terre. Donc les lunaires l'appellent le grand large parce qu'il y a la face bleue, où on voit la Terre, et la face que la Terre ne voit jamais, c'est le grand large parce que les humains, comme il n'y a pas de champ, enfin on peut pas, une boussole ne marche pas à la surface de la Lune, donc pour vous repérer, vous avez la Terre. Et quand vous pouvez plus vous repérer parce qu'il n'y a plus la Terre, parce que vous avez passé ce qu'on appelle l'adieu à la Terre, hein, qui est un cercle qui fait tout le tour de la Lune, où là vous voyez la Terre qui s'abaisse sur l'horizon, et là vous voyez plus la Terre, et là vous êtes un peu paumé dans le grand large, pas facile de naviguer là-dedans. Alors c'est tout pourri. Donc il y a effectivement quand même des astronautes qui l'ont vu, et autant la face que nous on voit, il y a des grandes mers de sable, hein, voilà, l'océan des tempêtes, la mer des îles, la mer des pluies, la mer des nuées, etc. C'est effectivement la topographie est très jolie. Autant la face de l'autre côté, elle est face à l'infini. Donc la totalité des pluies de météorites, c'est pour sa face, quoi. Donc c'est une face qui est extrêmement criblée. Il n'y a pas de mer, il n'y a que des cratères. C'est une espèce d'énorme bac à sable. Il y avait un astronaute qui a dit on dirait un bac à sable dans lequel mes enfants ont trop joué. Et donc c'est un endroit pour se déplacer, c'est compliqué parce que pour se déplacer à la surface de la Lune, il faut y aller soit à pied, soit en voiture. Il n'y a pas d'air ambiant, donc vous ne pouvez pas voler. Donc vous êtes obligé d'y aller en voiture. Et c'est extrêmement escarpé et en plus c'est dangereux parce qu'il y a quand même des périodes de l'année où il y a des pluies de météorites et pendant que nous sur Terre on voit passer des jolies petites traînées lumineuses dans le ciel d'août, ça veut dire que pendant ce temps-là la Lune est en train de s'en prendre
plein la tête. Et c'est dangereux parce qu'il y a rien pour ralentir les météorites. Et si ça vous tombe dessus, à ce moment-là, vous êtes trouilloté et mort instantanément. Donc la face cachée joue effectivement un rôle important, mais les cités, même sous-lunaires, ont tendance à se réfugier sur la face qui est protégée par la Terre, donc la face qui voit la Terre. C'est la dénomination, puisque ce n'est plus la Terre qui est centrale dans la dénomination, donc il n'y a pas une face cachée, c'est la Lune qui est centrale, et la Terre finalement n'est qu'un astre dans son ciel. Bonjour, alors tout d'abord merci pour la discussion, c'était vraiment passionnant. Et ce qui me fascine aussi par rapport à la Lune, c'est pas seulement la Lune de notre planète, c'est aussi dans d'autres univers fictifs, on sent que c'est la Lune d'une autre planète, mais qui ressemble quand même vachement à la nôtre. Et bon, bien sûr, il y a la fameuse Lune où il y a tous les anarchistes là dans les dépossédés, il y a bien sûr... les lunes qui servent à créer un système de magie dans un univers de fantasy, par exemple. Je pense à Curious Tides, par exemple. Et savoir, vous, qu'est-ce que... Et puis, il y a bien sûr aussi, en science-fiction, les romans qui se passent sur des lunes, par exemple, de Jupiter, comme la zone de dehors. Et je voulais savoir si vous êtes aussi intéressé à ces lunes-là, qui sont très proches de la nôtre. Je me suis juste intéressé aux lunes de Mars en jouant à Doom. Ah. C'est très bien aussi. Non mais pas de manière, pas dans une histoire. D'accord. Oui, j'arrive pas à identifier une lune qui serait une rocheuse en zone habitable, enfin une rocheuse d'un petit peu d'un volume un peu dodu, en zone habitable. Ça existe, ça? Pas sûr. Ouais. Je sais que bon, Jupiter en a plein, puis enfin il y en a plein qui sont très très bien, mais genre Titan et autres, voilà, il fait moins 170 degrés, il y a des lacs de méthane, enfin c'est voilà. Ouais, Déjà que la lune terrestre est pénible, mais les autres sont pas, voilà, elles sont pas très très. C'est pas facile d'imaginer qu'on irait facilement comme pour miner des matériaux. Donc non, ça c'est pas une. Non, j'ai pas encore fait ces lunes là. D'accord. Non. Attends, à moi. Catherine, comment on résout les problèmes d'eau et d'oxygène sur la Lune? Alors logiquement, le régolithe 5 à 10 mètres sur toute la surface de la Lune, c'est rigolo parce que le phénomène qui a créé ce régolithe, c'est ce qu'on appelle le jardinage. Et c'est en fait l'érosion du basalte lunaire par les vents solaires qui a fini par créer ce sable très fin. Et je me souviens plus des proportions, mais c'est à 40% de l'oxygène et à 10% de l'eau. C'est des toutes petites billes. Donc, il n'y a aucun problème pour trouver de l'eau et pour trouver de l'oxygène à la surface de la Lune. En plus, il y a tout un tas de cratères qui sont des gouffres d'obscurité éternelle. Hein. C'est-à-dire que le soleil n'y pénètre jamais parce que l'angle n'est pas le bon. Et là, c'est tapissé de glace d'eau. Donc il n'y a pas tellement de difficultés pour trouver de l'eau, pour trouver de l'oxygène. Et en plus, si vous voulez habiter sur la Lune, donc comme je l'ai expliqué, il faut quand même passer l'essentiel de votre temps en sous-sol. Or, on a vu des lucarnes sur la surface de la Lune, c'est des trous, et plouf, en dessous, il y a un plancher. Parce que du coup, on a réalisé qu'il y avait pas mal de tubes de lave, anciennement creusés par la lave, mais creux, qui courent sous la surface de la Lune et qui font 500 mètres à 1 kilomètre de diamètre. Il y a des tubes de lave à la surface de la Terre, mais ils sont beaucoup moins grands et la plupart sont effondrés à cause de notre gravité. Donc, juste sous la surface de la Lune, il y a des tuyaux habitables où il fait un agréable moins 20 degrés centigrades. Donc, vous mettez un petit chauffage d'appoint et là, vous avez vraiment une zone habitable, évidemment, à partir du moment où vous avez réussi à étanchéifier tout ça. Donc, la Lune, mine de rien, avec une ingénierie un peu intelligente et habitable. Mais après, est-ce qu'on a envie de vivre dans un parking? C'est la grande question qu'il faut qu'on se pose.
Vous avez évoqué l'un et l'autre le travail de documentation que vous avez fait sur la Lune, alors essentiellement d'un point de vue culturel, et je me demandais si dans ce travail de documentation, l'un ou l'autre, il y a des représentations ou des idées ou des façons de considérer la Lune au fil du temps qui vous aient vraiment surpris. On peut dire non, hein. Ouais, oui, surpris. Bon, moi, quand j'ai découvert vraiment Cyrano de Bergerac, tout ce qu'il décrivait, j'étais assez étonné. J'étais surtout étonné cet imaginaire-là au XVIIe. J'imaginais pas qu'on puisse avoir cet imaginaire-là au XVIIe siècle et avoir qu'on puisse faire de la science-fiction justement à ce point-là au XVIIe siècle. Lorsque la Lune a pu représenter pour l'humanité, est-ce qu'il y a eu des... C'est-à-dire qu'en fait, à une époque, quand on voulait écrire, alors, c'est très 18e surtout, et ça continue au 19e, mais c'est le cas aussi de pas mal de livres de science-fiction. En fait, c'est des auteurs qui projettent un projet politique ou une critique du régime actuel, donc genre Louis XV. Et s'ils le font comme ça dans un monde réel, ils vont finir sur le bûcher, pendus ou exilés, ce que vous voulez. Donc ils projettent ça soit sur la Lune, soit en Perse. Hein. Comment peut-on être persan? C'est vraiment ça. Et il y a beaucoup de ces livres qui se passent sur la Lune, qui sont en fait tout simplement des critiques du règne de tel ou tel roi, ou des tentatives de montrer comment on pourrait mettre au point un système politique moins pourri. Et la science-fiction aussi pas mal fait ça. Le dernier livre écrit par Jules Verne, donc ce qui se passe au XXe siècle, décrit une projection politique à 50 ou 100 ans de distance. Il y a ça aussi cette fonction-là, la Lune. Oui, tout à fait. Cyrano de Bergerac, par exemple, tient des propos, fait tenir à certains personnages qu'on croise sur la Lune, des propos anti-religieux qui lui auraient valu le bûcher s'il les avait tenus frontalement à l'époque. Et sinon, moi, ce qui m'a étonné quand j'ai fait des recherches, c'est comment les pauvres astrophysiciens ont nommé tous les cratères, mais tous, les petits, moyens et grands. Et alors, à chaque fois que vous avez une optique qui vous permet de mieux distinguer la surface de la Lune, vous avez encore plus de cratères, quoi. Parce qu'il y a toujours un gros cratère, et quand la météorite tombe, il y a plein de gros morceaux qui font des petits cratères, hein. C'est ce qu'on appelle une famille. Et puis après, ces mêmes morceaux font de tout petits cratères qui s'appellent des cratérelettes. Et bon, donc dès que vous avez une lunette qui s'améliore, vous avez de plus en plus de cratères à nommer. Et donc les gros cratères ont des noms genre Copernic, des choses comme ça. Et plus vous arrivez vers les cratérelettes, plus c'est n'importe quoi. On sent qu'il se creuse à un moment, il y a le type, je sais pas, il doit être à table et il appelle le cratère Fourchetta 15 parce qu'il en peut plus. Et donc il y a une toponymie qui est assez marrante sur la Lune. Ça, si vous voulez vous pencher sur la toponymie précise, on sent qu'ils ont, voilà, ils galèrent un peu quand même. Vous avez d'autres questions éventuellement? Moi, il y a quelque chose aussi qui m'a marqué quand j'ai écouté un de vos podcasts, Catherine. Vous avez parlé de mettre face à face l'immensité de l'espace et notre petitesse, la fragilité de notre enveloppe corporelle et de notre psychisme. Et c'est vrai que je m'étais jamais dit ça, mais à vous entendre, je me suis dit c'est vrai et à lire aussi Les Chants de la Lune, je me suis rendu compte effectivement enfin, vous l'aviez très bien dit, quoi, de la toute petite chose qu'on était et d'imaginer qu'effectivement on va partir à la conquête de Mars ou autre, ça semble beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut nous en dire. Oui, alors ça c'est la première réflexion que font tous ceux qui vont sur l'ISS ou autre,
c'est de regarder la Terre, de dire « Oh mon Dieu, comme c'est beau !» et de regarder l'espace et de dire « Oh mon Dieu, comme c'est noir !» Il y a même William Shatner, là, celui qui jouait au Capitaine Kirk, qui en a fait mais une dépression, quoi. Tellement, oui, l'espace est grand et noir. Enfin, c'est vraiment The night is full of terror, hein. Et la première réflexe de tous les gens qui ont vu la Terre d'un peu loin, c'est vraiment très très beau, c'est vraiment très très petit, et il y en a vraiment très très pas d'autres alentours. Et il faut vraiment y faire très très attention. Et donc ça serait pas mal, ça serait pas si cher. Je pense qu'il faudrait envoyer 7 milliards de personnes au moins une fois pour considérer justement les choses de cette façon et réaliser la chance qu'on a d'avoir une planète. Enfin, c'est quand même, on a une toute petite pellicule d'oxygène sur une toute petite pellicule d'eau. Tout ça est dans un équilibre très très fragile et comme nous le savons toutes et tous, il y a urgence pour le préserver. Vous avez aussi parlé de se muscler l'ASF pour s'entraîner à se projeter dans le futur et nous aider à faire face quand ça arrivera. Est-ce que tous les deux, vous auriez des références à nous recommander si on est, comme moi, pas très musclé à l'ASF littéraire? Ouais, faut lire AATA, vous notez? Voilà, Anouk Faure, Faure, AATA. Comme ça, AAETEA. Voilà. Franchement satisfait ou remboursé, hein. C'est excellent. Donc, je sens qu'on essaie de me suggérer un autre titre. Ah, il y en a plein. Oui. Sur la conquête spatiale avec une autrice américaine, Mary Robinette Kowal, qui, sur 4 tomes, décrit, en fait, c'est pendant les années 60, une météorite type météorite qui a détruit les dinosaures, tombe sur la côte est américaine, et du coup se met en branle le fait de devoir partir de la Terre parce qu'elle va être invivable, et tous les astronautes mâles sont morts dans le cataclysme, donc la conquête spatiale se fait par des femmes et par les fameuses calculatrices qui étaient pilotes d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale et puis qui sont revenues calculatrices parce que forcément les astronautes, fallait que ça soit des mecs. Et puis là, du coup, voilà, on suit une jeune femme qui conquête ça, et le 4e tome se passe sur la Lune, et là l'héroïne est une dame de 60 ans, quoi. Donc, Mary Robinette Kowal, vous notez. Non, pas spécialement, je suis pas assez féru de science-fiction pour oser recommander là. C'est encore des questions du public? Tu voulais citer qui? Nina Alan? Ah, Céline Minard, oui, bien sûr. Tovangar. Oui. Oui. Alors là, vous notez T-O-V-A-A-N-G-A-R. Céline Minard. Exceptionnel aussi. Alors ça, c'est plus... Non, mais vous verrez. C'est vachement bien. Merci beaucoup. Là, ça fait presque 1 heure. Je pense qu'on peut... Merci à toi. Sauf si vous aviez d'autres questions. Merci.